Nous sommes plus proches que jamais de mettre fin à ce conflit et de négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine. La Russie domine le front ukrainien et Kiev risque de perdre son pays entier si elle n'arrête pas cette folie maintenant. Alexandre Loukachenko, allié indéfectible de Moscou, lâche des bombes dans cette interview explosive. Trump, en médiateur rusé, a écouté Poutine en Alaska pour forcer une paix que l'Occident a sabotée depuis Minsk 2015 avec Merkel et Hollande qui ont trompé tout le monde pour réarmer l'Ukraine. Face aux faucons européens assoiffés de guerre, Loukachenko révèle comment la Russie impose sa force inébranlable vers une sécurité indivisible qui brisera l'hégémonie atlantiste. Restez scotchés, ces vérités crues pourraient changer votre vision du conflit. Pensez-vous que la guerre est bientôt finie ou êtes-vous pessimiste? Dites-le en commentaire. Je regarde la situation avec plus d'optimisme et tout le monde devrait la voir ainsi. Je suis profondément impliqué dans cette question, c'est pourquoi je dis que tout le monde devrait l'aborder avec plus d'optimisme. Nous sommes plus proches que jamais de mettre fin à ce conflit et de négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine. Concernant les négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska, je les vois d'un très bon œil. Et je suis totalement en désaccord avec les conclusions et évaluations exprimées par les journalistes et divers spécialistes à ce sujet, qui prétendent que Poutine a gagné plus et Trump moins, ou que, comme certains le disent grossièrement, Poutine a dominé Trump et ainsi de suite, et que Trump a perdu. Écoutez, si vous ne comprenez pas la diplomatie de base, alors vous ne devriez pas porter de jugement. Ce sont des personnes différentes, avec des positions différentes. La Russie est l'une des parties dans cette guerre, Ukraine et Russie. L'Amérique, bien qu'elle fournisse des armes, ne fait pas la guerre à la Russie. L'Amérique n'est pas une partie dans ce conflit. Donald Trump et l'Amérique sont des médiateurs. Des médiateurs. Pour mieux comprendre la situation dans ce conflit et évaluer la position de la Russie, nous devons remercier Trump, en tant que médiateur, d'avoir invité Poutine en Alaska. De nombreux lieux ont été discutés pour une rencontre entre Trump et Poutine, mais Poutine a accepté l'Alaska. Je pense que ce n'est pas exotique, bien que cela ait ce parfum, mais c'est un bon accord. Ils se sont rencontrés en Alaska. Un médiateur et une partie impliquée dans le conflit. Que pouvait gagner Trump de cela? Il est critiqué partout pour être devenu médiateur. On devrait le remercier pour cela. En tant que médiateur, Trump ne pouvait pas obtenir d'accord spécifique concernant le conflit ukrainien. Il est médiateur. Il a clarifié la position de la Russie dans ce conflit. Il a compris ce que veut la Russie, mais il n'en a pas parlé, car il n'est pas une partie au conflit. Ce qui a été discuté, ce sont des détails que les présidents Poutine et Zelensky, les parties en conflit, aborderont. Par conséquent, il est surprenant que malgré son caractère, où il peut généralement tout dire, Trump n'ait rien dit. C'est remarquable. Et c'est une démarche très diplomatique. Après tout, la diplomatie a ses propres lois. Donc nous ne devrions pas critiquer Trump pour avoir élevé Poutine ou quoi que ce soit de ce genre. Trump est un médiateur. Il a écouté une partie, posé beaucoup de questions à cette partie, à Poutine, et reçu des réponses comprenant la position de la Russie. Peu importe comment on voit les choses, la position de la Russie est plus importante pour la paix future que celle de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que la Russie domine actuellement sur le front, ce qui est extrêmement dangereux pour l'Ukraine. L'Ukraine doit s'arrêter aujourd'hui. Elle doit conclure des accords de paix pour éviter de perdre l'Ukraine tout entière. Trump a pris cela en charge. Il n'est peut-être pas heureux. Je l'ai observé de près. Il a dit « Je pensais que ce serait plus facile, mais ça s'est révélé difficile. » C'est ce qu'il a dit la dernière fois. Il a compris que c'est effectivement compliqué, mais il n'a plus le choix maintenant. Pas de retour en arrière, comme on dit. J'ai averti les Américains mot pour mot lorsqu'ils étaient ici, bien avant ces négociations. J'ai dit, dites à Trump qu'il ne peut pas reculer maintenant. Il a pris ce problème en main et il doit le résoudre. Et il peut le résoudre, et il essaie de le faire. C'est l'essence de la conversation en Alaska. Il est médiateur. Il a obtenu des informations supplémentaires. Il a compris le pays le plus fort impliqué dans ce conflit
et a rapporté cela à Washington pour des négociations avec Zelensky et les leaders européens. Eh bien, vous avez vu quelque chose. Encore une fois, il y a eu des discussions sur les sujets abordés en Alaska. Trump a compris l'autre partie, celle de Zelensky, dans les négociations avec Zelensky. Et les Européens sont impatients de rejoindre ces discussions. Rien ne peut se faire sans nous, disent-ils. Si j'étais Trump, je leur rappellerais qu'en 2015, à Minsk, de grands pays européens comme Merkel d'Allemagne et Hollande de France se sont réunis ici. Qui les a empêchés d'établir une paix durable? Ils ont admis plus tard qu'ils n'étaient pas venus pour établir la paix, mais pour donner à l'Ukraine une chance de se réarmer. Alors pourquoi êtes-vous offensé aujourd'hui que Trump ne vous invite pas? Pourquoi avez-vous besoin d'être là? Vous avez déjà essayé une fois. Les États-Unis n'étaient pas intervenus à l'époque, bien que j'ai dit que sans les États-Unis, il n'y aurait pas de paix. Les États-Unis doivent être impliqués. Ils ne les ont pas impliqués. Ils ont décidé d'établir la paix en février 2015 par eux-mêmes. Ils ont échoué et ils l'ont fait intentionnellement en trompant la Russie. Par conséquent, Trump a absolument raison d'avoir pris cela en charge. Les États-Unis l'ont pris en charge directement et essaient de promouvoir des accords de paix. Je pense que c'est sincère car je n'y croyais pas auparavant. Je pensais que c'était une sorte de spectacle qui était bénéfique pour Trump, alors que les Européens jouaient les faucons. Cela montrait à la fois à Poutine et aux autres à quel point c'est difficile pour lui. Il se bat non seulement pour la paix ici, et pour rapprocher les positions de l'Ukraine et de la Russie, qui sont complètement différentes, mais il montre aussi que ce n'est pas facile pour lui, car les Européens, ses alliés, s'opposent à cela. Mais je pense que l'avenir proche montrera dans quelle direction la situation va évoluer. Cependant, je suis absolument convaincu, et je le sais de sources sûres du président de la Russie, qu'il veut vraiment la paix entre l'Ukraine et la Russie. Et beaucoup dépendra de la compréhension qu'aura l'Ukraine de la réalité des choses. Après tout, il faut partir de la réalité pour ne pas perdre plus, pour ne pas perdre l'Ukraine tout entière. C'est pourquoi je considère les négociations entre les deux présidents en Alaska comme normales. Je comprends un peu la diplomatie et je comprends le rôle de l'un et de l'autre. Les rôles étaient différents. Ils ne sont pas des parties au conflit, mais certaines mesures sont prises. J'aimerais que cela aille plus vite, mais vite n'est pas une option. La guerre dure depuis presque 4 ans. Les choses n'iront pas vite. Il faut du temps pour calmer les choses et au moins arrêter de se tirer dessus, arrêter les frappes aériennes. Une fois que les militaires sur la ligne de contact, sur le front de bataille, arrêteront de se tirer dessus, une fois que les gens cesseront de mourir comme ils le font maintenant, alors il sera possible de parler de paix, de l'ordre d'après-guerre, des métaux rares, de n'importe quoi. Il y aura du temps pour cela. Bien sûr, il est préférable de signer un accord de paix si c'est possible. Eh bien, je pense que, par exemple, la Russie et le Japon n'ont toujours pas de traité de paix. Ils vivent quand même et coopèrent. Sur l'architecture de la sécurité européenne, la sécurité doit être indivisible. Elle doit être commune pour nous, pour les Européens. Et chacun devrait avoir un rôle à jouer dans ce système de sécurité, de la Biélorussie et de la Russie jusqu'à l'Angleterre, l'Allemagne, et ainsi de suite. Le pays leader, les États-Unis d'Amérique, peut être impliqué. Bien qu'il existe l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en plus des États européens, elle inclut les États-Unis et le Canada. Et alors, au moment le plus tendu, cette organisation est introuvable. Au lieu de cela, les chefs d'État auraient pu se réunir et discuter sérieusement de ce qui se passe ici. C'est pourquoi il ne faut pas simplement une organisation diplomatique, mais une organisation militaire et politique. Et surtout, des garanties de sécurité sont nécessaires. Il faut s'entendre, par exemple, sur des garanties de sécurité. Si elles sont violées, cela déclenchera telle réponse. Bien que notre expérience amère contienne également cette page où, à Budapest, nous avons signé un traité sur le retrait des armes nucléaires du territoire de l'Ukraine, y compris de la Biélorussie et du Kazakhstan. Et nos armes ont été concentrées dans un seul pays, qui est maintenant la Fédération de Russie. À l'époque, nous avions reçu des garanties de grands pays, de l'Amérique,
de la Grande-Bretagne, de la Russie, et ainsi de suite. Et ensuite, tout cela a été oublié. C'est pourquoi il est nécessaire de s'entendre maintenant. Et tout ce qui viendra après dépendra de nous, de notre politique, de chacun sur le continent européen, et pas seulement sur le continent européen.